Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. C'est la question qu'on se pose tous avec plus ou moins de terreur. Comment vais-je mourir? Est-ce que ce sera douloureux? Comment va-t-on soulager mes souffrances? Question intime dont les contours se jouent en ce moment à l'Assemblée nationale. Depuis hier, les députés débattent de 2 textes sur la fin de vie. L'un consensuel sur les soins palliatifs qui devrait être voté à l'unanimité. L'autre plus controversé sur l'aide active à mourir. Bonjour Maï-Hélène Trémollet. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Alors, quand l'autoriser? Dans quel cadre? À quelles conditions? Les questions sont nombreuses, elles dépassent toutes les clivages politiques. Nombre de députés ne se sont d'ailleurs pas encore prononcés sur leur position, Maï-Hélène. Oui, ils sont plus de 100 députés indécis à attendre l'issue des débats pour prendre leur décision. Mais une vingtaine d'entre eux s'alarment déjà du signal envoyé par le texte voté en commission. Une version qui fait de l'aide active à mourir un droit et permet systématiquement de recourir à l'aide d'une personne extérieure pour recevoir la substance létale. En clair, le texte dans son état actuel est déjà jugé trop permissif par certains, trop restrictif par d'autres. Alors partisans comme opposants à l'euthanasie préparent leur affrontement dans l'hémicycle, dans une dernière tentative de convaincre ces élus hésitants qui feront pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Face à ceux qui alertent sur les risques de dérive, les partisans d'une aide à mourir savent qu'ils devront se restreindre pour ne pas aller trop loin et espérer emporter une courte majorité. Tout se jouera sur l'encadrement de l'euthanasie, confirme une députée qui insiste. Si on autorise par exemple les directives anticipées, c'est-à-dire le fait de choisir sa mort à l'avance par un document écrit et pas au dernier moment, l'équilibre du texte sera perdu et l'Assemblée risque de voter contre. Merci Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. L'aide active à mourir, une question qui interroge bien sûr nos consciences et qui alarme une partie des professionnels de santé. Oui, car c'est une question d'éthique sur laquelle le pouvoir législatif doit statuer. Emmanuel Hirsch est professeur émérite d'éthique médicale à l'université de Paris-Saclay. Il a dirigé l'ouvrage Fin de la vie, les devoirs d'une démocratie. Il était l'invité d'Europe 1 matin à 7h10. Le président de la République doit s'exprimer, oui. Et on évoque même un référendum. Mais rappelez-vous, quand il a lancé toute cette démarche, il a dit « mon modèle, c'est la Belgique, mais je veux une voie à la française ». La Belgique aujourd'hui, c'est un modèle extrêmement permissif. Pourquoi? Parce que au tout début, il y avait des critères de restriction extrêmement précis. Et au fur et à mesure, c'est plus une demande médicale ou des critères médicaux, mais c'est une demande sociétale. Et des personnes qui ne relevaient pas de la loi disaient, au nom de la justice, pourquoi je ne peux pas accéder? Puis une grande difficulté, c'est que c'est une question qui est devenue politique. Notre chance, c'est que François Bayrou a distingué soins palliatifs de la question d'euthanasie et de suicide assisté. Propositions de loi. Ce qui nous permet d'avoir une loi sanctuarisée, mais la loi telle qu'elle est présentée, la proposition de loi est tellement extrémiste que même des gens qui ont été favorables à son évolution sont maintenant dans la restriction par rapport à ce qu'on leur demande de faire. Le professeur Emmanuel Hirsch, invité d'Europe 1 matin à 7h10, interview complète à retrouver sur europe1.fr et l'appli Europe 1. Et le professeur Hirsch le disait en effet à l'instant, Fanny, le chef de l'État va s'exprimer ce soir à la télévision pour tenter de renouer avec les Français. Macron le retour, titre à la Dépêche ce matin, sa stratégie pour revenir au premier plan à la une du Figaro, un exercice inédit qu'il avait annoncé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Bonjour à tous, voilà, je voulais vous donner simplement rendez-vous mardi 13 mai à 20h10 sur TF1 et vous dire que si vous avez des questions, vous pouvez me les faire poser en direct, j'y répondrai. Merci à tous et toutes. Voilà, Emmanuel Macron se jette donc ce soir dans l'arène, grand oral au cours duquel il pourrait annoncer un référendum, une première depuis 20 ans. Arthur Delaborde, la stratégie du chef de l'État est claire, tenter un retour en force. Un format inédit pour marquer les esprits, se montrer à l'écoute des Français et affirmer sa capacité à gouverner malgré les vents contraires. Après des semaines centrées sur l'international, Emmanuel Macron veut reprendre la main sur les dossiers intérieurs. Ce soir, il débattra avec des contradicteurs comme la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, ou le maire de Béziers, Robert Ménard. Il sera aussi interpellé par des personnalités de la société civile, le journaliste Charles Bietri, atteint de la maladie de Charcot sur la fin de vie, le youtubeur Thibaut InShape sur le sport à l'école ou encore la championne d'haltérophilie Sylvie Eberena qui défend le port du voile dans le sport. Derrière cette séquence démocratique, l'enjeu est clair, relancer le quinquennat sur fond d'impopularité et de paralysie institutionnelle. Sauf surprise, Emmanuel Macron devrait confirmer sa volonté d'organiser un référendum, probablement une seule consultation et 3 questions. Parmi les thèmes envisagés, fin de vie, écran chez les jeunes, travail, mère seule, service national ou encore organisation territoriale. Mais pas les finances publiques. A priori, cette proposition du Premier ministre François Bayrou a été écartée.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. Il lutte encore pour sa vie ce matin. Le pompier percuté par un automobiliste à Évian, en Haute-Savoie, samedi, est toujours plongé dans un coma artificiel. Ouais, il tentait simplement de mettre fin à un rodéo urbain. Le jeune conducteur âgé de 19 ans qui l'a renversé a été mis en examen, placé en détention provisoire hier soir pour tentative de meurtre. Jean-Luc Boujon, bonjour. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 en Haute-Savoie, vous êtes en direct d'Évian-les-Bains pour Europe 1. Face aux enquêteurs, le jeune homme a reconnu les faits, mais il assure qu'il n'a pas délibérément heurté le pompier. Les témoins disent pourtant l'avoir vu revenir sur les lieux, cracher sur sa victime. Dans la commune, on l'imagine, l'indignation est toujours très vive ce matin. Oui, indignation et incompréhension ici à Évian, petit paradis au pied des montagnes au bord du lac Léman, où l'on se pensait à l'abri de ce genre d'événement dramatique. Or, les habitants proches de la caserne qui subissent ce type de rodéo depuis plusieurs mois prennent conscience que la délinquance ici aussi n'a plus de limite. C'est ce qu'exprime Barbara, une habitante. C'est inadmissible ce qui s'est passé, c'est effarant puisque pour moi, les pompiers sont des personnes et des services auxquels on ne doit surtout pas s'attaquer. On a besoin d'eux. Il n'y a plus de repères dans notre société, et surtout chez les jeunes. C'est fort regrettable. On n'est plus dans une société comme moi je l'ai concevée et comme on me l'a apprise en fait. Respect, civilité, éducation, donc tout ça, ça disparaît, c'est effarant. Et on entend là l'émotion des habitants d'Évian. Jean-Luc, vous avez aussi entendu cette fois la colère du côté des pompiers. Oui, des pompiers qui préfèrent ne pas prendre la parole publiquement par respect pour leurs collègues qui effectivement luttent toujours contre la mort à l'hôpital d'Annecy. Mais hors micro, l'un d'entre eux m'a avoué ressentir une grande colère. D'abord face à l'extrême violence de l'acte de samedi, son côté volontaire et délibéré, puisque le conducteur a foncé à plus de 70 km/h sur un pompier de dos. Mais aussi face à la multiplication des incivilités et agressions pendant les interventions et leur violence de plus en plus grande. Nous sommes devenus des cibles, affirme ce pompier. Selon lui, certains jeunes aujourd'hui ne cherchent qu'une chose, c'est s'en prendre à des représentants de la force publique, qu'ils soient policiers, gendarmes ou pompiers. Merci Jean-Luc Boujon en direct d'Évian-les-Bains pour Europe 1. Europe 1, Rome à 8h08, Rome qui vibre encore après l'élection du pape Léon XIV, Fanny. Oui, les catholiques ont encore des étoiles dans les yeux et pour prolonger cette douce émotion, cette ferveur rassurante, eh bien nombre de fidèles et de curieux se rendent à la chapelle Sixtine. C'est là que s'est tenu le conclave la semaine dernière. Elle a rouvert au public hier et les premiers à y pénétrer n'ont pas caché leur joie. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Wilfried de Villers. Après avoir longuement fixé le plafond de la chapelle Sixtine, fresque chef-d'œuvre de Michel-Ange, Robert Ballet, le lieu saint du regard, ce catholique américain pense aux cardinaux rassemblés en conclave. C'est là que le pape a été élu, c'est fou. À l'intérieur, j'ai essayé de me souvenir des images du conclave. On a marché dans la chapelle en imaginant la scène, comment tout ça s'est passé. Dans la chapelle, au milieu de la foule, Amélie, elle, cherche les deux poêles utilisés pour produire la fumée après chaque vote. Ils ont été démontés, explique sa guide. Il y a beaucoup de monde, mais on se dit quand même qu'on est les premiers à revenir dans ce lieu où il y a eu un événement aussi important. C'est très émouvant. Le sentiment de se dire qu'on est à cet endroit-là, je ne saurais même pas le décrire. On est heureux et en même temps, on est un peu impressionné. Ouais. Ce sentiment de vivre l'histoire est aussi partagé par Frédérica et Charles qui ferment les yeux quelques instants. Nous sommes chrétiens, nous sommes venus prier. C'est une sorte de pèlerinage de pouvoir venir dans ce lieu saint après tout ça. Le jeune homme espère également pouvoir se recueillir sur la tombe du pape François avant son départ d'Italie. Rome, Wilfried de Villers, Europe 1. Un mot de football avec une révolution en vue pour faire face à une crise sans précédent. La Ligue de football professionnel va bientôt disparaître. C'est ce qu'a annoncé hier le président de la Fédération française de foot, Philippe Diallo, qui propose un projet de gouvernance novateur avec la disparition donc de la Ligue de football professionnel pour devenir une société des clubs, une société commerciale. Merci Fanny Marceau. Excellent début de journée à tous avec Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs.